Les opérations de recherche de l'épave et des corps des victimes se poursuivent en mer Rouge. D'importants moyens ont été déployés par la France. Polémique ce soir autour de la fiabilité des appareils de la compagnie Flasher qui n'était plus autorisée à survoler la Suisse depuis un contrôle inopiné. La France avait reçu un avis de réserve des autorités helvétiques. Dans cet accident, des familles entières ont été décimées, 11 personnes d'une même famille dans la région de Dijon. Les corps des victimes ne seront identifiables que par l'ADN. La rentrée politique avec la bataille des régionales, le PS ouvre la danse. François Hollande considère que Jacques Chirac a fait preuve de désinvolture lors de ses vœux du Nouvel An en annonçant une loi contre le chômage. C'est à partir de demain que le prix des cigarettes va de nouveau augmenter, soit une hausse de 8 à 10%. C'est la troisième augmentation depuis le début de l'année. Sur un an, les prix auront grimpé de 34 à 51%. Sortie sur les écrans mercredi prochain de Nathalie, un film singulier signé Anne Fontaine avec deux stars incontestables, Fanny Ardant et Emmanuel Béard. Madame, Monsieur, bonsoir. L'actualité de ce dimanche se tourne vers Sharm el-Sheikh où les recherches sont reprises en mer Rouge dès l'aube. Une tâche particulièrement délicate. Au large, les équipes de secours tentent de récupérer les corps des victimes, de moins ce qu'il en reste. L'avion égyptien qui s'est abîmé hier matin, 2 minutes après le décollage, avait à son bord 148 personnes, dont 133 Français. L'enquête ne fait que démarrer. L'essentiel est de récupérer les fameuses boîtes noires de l'appareil qui reposent vraisemblablement à plusieurs centaines de mètres de profondeur. Thierry Curtet, Sylvain Daubat. La mère des poètes écrit des lettres de deuil à l'encre rouge. Aujourd'hui, elle n'a rendu aucun corps, retenant prisonniers plus d'une centaine de personnes, loin, au fond. Voici les seuls débris accessibles. Ils sont minuscules comparés à la masse de l'avion englouti. Il n'y a ici que des effets personnels. La marine égyptienne recueille tout, espérant repêcher peut-être la clé de l'énigme. Sam était l'un des tout premiers sur les lieux. Il raconte et raconte encore. C'est un besoin, c'est aussi sa façon de rendre hommage. Il connaît trop bien la nature des fonds. Il n'est pas optimiste. Le relief marin est près des côtes. On peut parler d'espèces de murs de coraux qui tombent à pic en fait directement à des profondeurs très importantes. Le minimum dans ces coins-là est aux alentours de 160 mètres de profondeur et descend très rapidement jusqu'à au-delà de 1000 mètres de profondeur. Et l'avion n'est toujours pas localisé avec certitude. Cette tragédie est aussi celle de tous les Égyptiens de Sharm el-Sheikh qu'ils vivent à leur manière, avec fatalisme. On fait une opération de recherche massive dans toute la région. On a commencé hier, on continue aujourd'hui, en espérant, si Dieu veut, avoir plus de résultats. Avec la nuit qui tombe, les recherches vont être stoppées. Et plus les jours passent, plus l'on prend conscience qu'il faudra d'autres moyens pour récupérer les corps, pour qu'enfin puisse commencer le travail de deuil. Précisément, de gros moyens de recherche dépêchés sur place par la France sont déjà en action ou devraient l'être dans les heures qui viennent. Vous le savez, ces recherches vont être longues et difficiles, ce d'abord par la nature géologique de l'endroit où s'est abîmé l'appareil, dans une zone de faille, ce qui laisse à penser que les restes de la carlingue reposeraient dans les grands fonds. Bernard Lebrun. À 10 km des plages touristiques, la zone du crash du vol 604, des eaux bien plus dangereuses qu'il n'y paraît. C'est ici que de nuit, hier, à 4h44, le Boeing 737 de la Flash Airlines, après une chute de 17 secondes, s'est abîmé en mer Rouge. Précisément dans le détroit de Tirane, une zone très perturbée par les courants marins et fréquentée par les requins. Des recherches qui s'annoncent difficiles et pour lesquelles la France a mobilisé de gros moyens. D'abord en surface, la frégate Tourville de la Marine nationale, accompagnée du bâtiment ravitailleur La Somme. La frégate est spécialisée dans la chasse sous-marine et possède de puissants moyens de détection en eau profonde. Elle est équipée donc de sonars et entre autres de sonars passifs qu'elle pourrait peut-être être en mesure de mettre en œuvre et avec lesquels elle pourrait peut-être écouter les émissions de la boîte noire. Autre moyen de détection, le Breguet Atlantique 2, patrouilleur maritime, qui possède à son bord un équipement électronique et acoustique capable de sonder les fonds sous-marins. Celui-ci est arrivé ce matin à Sharm el-Sheikh en provenance de Djibouti. Moyens aériens, maritimes et surtout sous-marins. Voici celui dont la France attend beaucoup. Il s'appelle Achille et c'est un robot plongeur capable d'atteindre 400 mètres de fond. Selon les Égyptiens, le Boeing reposerait par 160 mètres de fond. Mais l'impact, comme les courants, ont pu entraîner les boîtes noires dans des failles sous-marines de plus de 1000 mètres.
Achille, un engin mis au point à Marseille par la COMEX. La boîte noire est émettrice, elle émet des ultrasons. On a ce qu'on appelle une base ultra longue qui permet de la repérer, de la voir en position et de venir et d'aller la voir. Et avec le bras articulé, de la saisir afin de savoir ce qui s'est passé à bord du vol 604. C'est avec beaucoup d'émotion que Renaud Muselier rendait compte ce matin de sa visite à l'hôpital de Sharm el-Sheikh. Le secrétaire d'État aux Affaires étrangères n'a pas caché que seuls les tests ADN permettront l'identification des victimes. Premier hommage de la France en mémoire des passagers, une gerbe de fleurs lancée en mer. Charles Anderlin, Emmanuel Beck. Une gerbe à la mémoire des 133 Français qui ont trouvé la mort ici, dans la mer Rouge. Une gerbe à la mémoire des 13 Égyptiens, membres de l'équipage du Boeing. Et une troisième gerbe pour la touriste japonaise qui se trouvait dans l'avion. La délégation française, conduite par Renaud Muselier et les responsables égyptiens, ont observé quelques minutes de silence. Une heure plus tôt, survolant le secteur en hélicoptère, le ministre a pu constater l'ampleur de la tâche qui attend les experts en recherche sous-marine. Les débris humains qui ont été repêchés, hier surtout, sont déposés à la morgue de l'hôpital de Sharm el-Sheikh. Il faudra des analyses d'ADN pour les identifier. Ce travail sera effectué en coopération avec les autorités égyptiennes. M. Muselier a défini les modalités de la participation française avec le ministre égyptien de l'aviation et le gouverneur de la région. Des entretiens très médiatisés, les Égyptiens entendent les placer sous le signe de la transparence et dissiper ainsi tous les doutes sur la nature de cette tragédie, prouver qu'il s'agit d'un accident et non d'un acte terroriste qui pourrait faire fuir d'Égypte des millions de touristes. Renaud Muselier, bonsoir. Vous venez de passer à Sharm el-Sheikh une journée empreinte d'émotion et de gravité. Je m'adresse d'abord aux médecins que vous avez été. Quel message donner aux familles ce soir? C'est une question terrible, puisque c'est vrai que je suis un ancien médecin du SAMU. Ce que j'ai pu voir ce matin à la morgue de l'hôpital et fait en sorte qu'on a des restes de corps humains qui sont là. Et c'est un moment de souffrance intense. Il y a l'autre volet qui est le survol, qui a été le survol du site où on voit les débris de l'appareil. Et là, on a le déroulé d'une vie qui se passe puisqu'on retrouve les effets personnels. Et donc, si je m'adresse à eux, je leur adresse vraiment toutes mes condoléances et je partage avec eux ce moment de peine et de souffrance parce que c'est terrible. Les familles des victimes seront sur place en milieu de semaine. Comment vont-elles être accompagnées? Comment vont-elles être épaulées? Mercredi soir, jeudi, vont arriver ici sur place. Ils seront bien entendu encadrés par une équipe de Paris, mais qui seront ici accueillis par l'ambassade, par nos équipes et par les autorités égyptiennes qui partagent ce drame et cette douleur avec nous. Mais ça va être un moment difficile et je pense qu'ils doivent s'y préparer et on doit s'y préparer et les aider tous ensemble. L'enquête ne fait que démarrer bien sûr. Que savez-vous des conditions de la catastrophe? Écoutez, nous avons toutes les informations qui poussent et qui nous font dire que c'est un accident dramatique. Cet accident suscite un certain nombre de questions. Le Premier ministre en interministériel a fait ce soir une réunion avec les différents cabinets de crise pour savoir quelles sont les responsabilités des uns et des autres, les affréteurs, les conséquences juridiques et les moyens qui vont être mis en place derrière pour répondre à des questions qui sont très simples. Qui a fait quoi, qui est responsable de quoi dans cet accident et à quel endroit il y a eu un maillon faible de façon à ce que ce dramatique accident ne se renouvelle pas. Merci Renaud Muselier d'avoir répondu à nos questions il y a quelques instants. En effet, beaucoup d'interrogations concernent à ce stade de l'enquête la fiabilité des appareils de la compagnie Flash Airlines. Selon les autorités helvétiques, après un contrôle surprise, la compagnie égyptienne avait interdiction de voler au-dessus de la Suisse. Et on apprend à l'instant que la France avait reçu un avis de réserve. Anne Guéry. 27 octobre 2002, un avion de Flash Airlines qui faisait la liaison entre Sharm el-Sheikh et Bologne en Italie se pose en urgence sur le tarmac d'Athènes. Au sol, des techniciens se ruent sur le réacteur droit. De toute évidence, il a pris feu. Un passager a filmé dans l'avion la demi-heure qui a précédé l'atterrissage forcé. Panique et confusion.
Soudain, on a entendu une forte explosion et on a vu des flamèches et de la fumée au moteur droit. À ce moment, l'avion s'est mis à pencher sur le côté droit. Il s'est mis à perdre de l'altitude. Les gens se sont mis à crier, certains ont pleuré, d'autres riaient, chacun avait des réactions très différentes. Mars 2002, cette fois-ci, c'est un couple de passagers français qui filme l'intérieur d'un Boeing 737 de la même compagnie entre Luxor et Le Caire. Tout est dégradé. Quand le train d'atterrissage est sorti, ça grinçait, les gens étaient vraiment pas rassurés. Tout le long du vol, on s'est dit, mon Dieu, qu'est-ce que c'est si l'avion correspond à son intérieur, si l'état de la mécanique correspond à l'état intérieur de l'avion, ça ne doit pas être joli, quoi. Il semble que les avions de Flash Airlines ont connu par le passé plusieurs incidents techniques. C'est ce qui aurait conduit l'OFAC, l'Office fédéral de l'aviation civile suisse, à interdire aux charters de la compagnie de se poser en Suisse et même de survoler le territoire. En octobre 2002, l'OFAC a effectué un contrôle surprise à l'aéroport de Kloten sur Flash Airlines et a constaté d'importants manquements sur cette compagnie. Flash Airlines dément cette version. L'interdiction de survol serait liée à des problèmes économiques et non pas de sécurité. Nous avons eu des problèmes parce que la compagnie que nous avions rachetée avait des dettes, des taxes d'atterrissage non payées notamment. Mais c'était des problèmes financiers, pas techniques. C'est pour ça qu'on ne pouvait plus atterrir en Suisse. Mais l'Office suisse persiste et signe. Il y avait bien des problèmes de sécurité. L'OFAC affirme avoir alerté tous les pays européens et en premier chef la France et l'Italie. Et pourtant. Les vols de Flash Air ont été officiellement et normalement autorisés par la direction de l'aviation civile. Et en ce qui concerne le vol qui a subi cet accident dramatique, l'autorisation avait été donnée le 30 décembre de l'an dernier. En France, la Direction générale de l'aviation civile reconnaît avoir été informée par la Suisse de l'interdiction de survol signifiée à Flash Airlines. Des contrôles, dit-elle, ont été effectués, mais aucun d'eux jusqu'à présent n'a justifié de sanctionner la compagnie. La ville de Sharm el-Sheikh s'est réveillée sous le choc. De très nombreux touristes y passaient leurs vacances de fin d'année et c'est en famille que les passagers français en partance pour Paris avaient réveillonné. Témoignage de ceux qui ont vécu les dernières heures du groupe, Karine Komadzi, Alexandra Renard. Les images d'une année qui commence dans la fête. Le patron de l'hôtel a organisé un nouvel an pour les touristes. Il filme ses clients français avec qui il a tant sympathisé. C'est promis, il enverra la vidéo. 48 heures après, tout est fini. Aujourd'hui, il reste quelques cotillons et le souvenir douloureux de ces familles en vacances. On a fêté le Nouvel An ensemble, ici, sur ce toit. Nous avons dansé, nous étions très heureux. Les enfants montaient sur la scène avec les danseurs folkloriques. On a partagé du bonheur. C'était bien plus que des clients. On a été heureux ensemble pour ce Nouvel An. Cet homme avait accompagné les Français pour la plongée. Comme tous les employés, il a reçu la consigne de sourire et de ne plus en parler. Dans le hall où avant-hier encore tous se croisaient, les derniers touristes traînent ce sentiment un peu honteux d'y avoir échappé. Depuis son arrivée à Sharm el-Sheikh, cette vacancière a du mal à profiter de ses journées. J'avais pas l'âme à me baigner. Vous savez, lorsqu'on sait ce qui flotte et ce qu'il y a dans cette mer, des corps de nos compatriotes, c'est un peu difficile à accepter. Et ça me donne un peu la nausée, je suis pas bien. Et surtout quand de plus, il y avait des morceaux de carlingue qui flottaient sur la berge. Et les gens s'amusaient à ramasser en trophée, je sais pas, c'est morbide comme histoire. La nuit apporte enfin le calme sur la baie. Demain, les hélicoptères reprendront les recherches dès le soleil levé. En direct de Sharm el-Sheikh, Charles Anderlin, dans cette station balnéaire où les touristes sont encore très nombreux. Comment s'est donc déroulée pour vous cette première journée après le drame ? Bien, écoutez, les autorités égyptiennes sont confrontées à un exercice très difficile. D'une part,
la transparence, mettre tout sur la table, expliquer exactement ce qui s'est passé au fur et à mesure que nous aurons ces renseignements, respecter le deuil des Français, des familles égyptiennes, mais aussi permettre à tous ces vacanciers de continuer ici, à terminer ce week-end. Alors oui, la fête continue à Sharm el-Sheikh avec une atmosphère de deuil qu'on ne sent pas vraiment en se promenant dans cette cité. Maintenant, il faut dire que, effectivement, c'est les vacances et telle est la nature humaine. Merci Charles Anderlin. Ce dimanche, les victimes de la catastrophe étaient présentes dans toutes les prières et en particulier à Paris. En fin de journée, une messe a été célébrée par le cardinal Lustiger en présence de Madame Raffarin et de Dominique Bussereau, le secrétaire d'État au transport. Cette traditionnelle messe de l'Épiphanie a été également dédiée aux familles des victimes et à leurs proches. Amaury Guibert, Laetitia Fouque. Dans Notre-Dame ce soir, ils étaient plus de 2000 en ce jour d'Épiphanie. L'Épiphanie célébrée dans le deuil. La douleur des familles et des proches des victimes du crash. Et les mots de réconfort de l'archevêque de Paris, Jean-Marie Lustiger. Nous pensons d'abord aux parents, aux familles, et à leur deuil, et surtout le sentiment de surprise et d'injustice, car ils étaient partis pour leur loisir, se reposer, puis voilà qu'arrive brutalement une catastrophe dont on ne sait pas la cause. Pour représenter le gouvernement, l'épouse du Premier ministre, Anne-Marie Raffarin, le ministre des Transports, Gilles de Robien, le maire de Paris, Bertrand Delanoë, étaient également présents. Tournez votre regard pendant que nous allons maintenant demander à Dieu d'accueillir et de consoler tous ceux qui souffrent. Puis un message du pape a été lu à destination des familles de victimes. Des mots de consolation a rappelé l'archevêque de Paris face à la plus grave catastrophe aérienne française. La liste des passagers du Boeing 737 de Flash Airlines a été publiée. D'un simple regard, on voit s'aligner les noms des familles entières qui avaient choisi de visiter l'Égypte pour ces vacances de fin d'année. Dans la région de Dijon, 11 membres d'une même famille, soit 3 générations, ont été décimés dans la catastrophe. Julia Delage. La nouvelle est confirmée. Pour Suzanne Delage, voisine des Fouchard depuis plus de 30 ans, il n'y a plus de doute possible. C'est une photo de profil. Les personnes qui ne le connaissaient pas bien ne l'auront peut-être pas reconnu, mais enfin, moi, je l'ai tout de suite remis en mémoire. Hier, la liste des victimes du crash de Sharm el-Sheikh est encore incertaine, mais Suzanne Delage a un pressentiment. En ayant entendu les nouvelles hier qui précisaient qu'il y avait une famille de Côte d'Or, c'est même pas la Bourgogne, c'était bien spécifié la Côte d'Or. J'ai dit à mon mari, mais est-ce que la famille Fouchard ne serait pas dans l'avion? Je sais qu'il passait toujours Noël en dehors de l'appartement, qui était devenu un peu trop exigu pour qu'elle reçoive Madame Fouchard, toute sa famille. Et quelquefois, ils allaient dans le Jura ou dans leur maison de campagne. Annie Fouchard, son mari Philippe, 2 de leurs enfants et leurs petits-enfants âgés de 4 à 12 ans ont disparu dans la catastrophe. Ici à Talent, tous les voisins du couple de retraités sont sous le choc. Philippe, 66 ans, le grand-père de la famille, était une figure de la vie locale. Juriste mondialement reconnu, il avait passé 4 ans en Côte d'Ivoire et souvent séjourné en Afrique. C'est une famille d'universitaires et de professeurs. Les enfants ont tous fait des études, en général dans le droit, semble-t-il. Donc une famille de juristes, on imagine assez bien ce que ça peut donner, qui est installée ici depuis de nombreuses années, participant un peu à la vie locale, comme je l'ai dit, et puis surtout impliquée pour M. Philippe Fouchard, en tout cas, dans des travaux juridiques importants. De la famille Fouchard, il ne reste qu'un fils âgé de 34 ans. Comme les proches des 133 victimes françaises du crash, il pourra, s'il le souhaite, rejoindre Sharm el-Sheikh en début de semaine. Partons à Formigny, dans le Calvados, où la commune est en deuil. Le maire, son épouse et leurs 3 enfants ont péri dans l'accident. Sophie Rodier, Mathias Barrois. Drapeau en berne, à Formigny, le cœur n'est plus à la fête. Depuis hier, les habitants sont en deuil. Michel Lamy, le maire du village, sa femme Françoise et leurs 3 enfants âgés de 14 à 19 ans ont tous disparu dans la catastrophe aérienne de Sharm el-Sheikh. C'est la première fois qu'ils partaient à l'étranger en famille. Aujourd'hui, les habitants se sentent orphelins. C'est pas possible. Surtout ça, ce serait encore, mais ça, vous vous rendez compte? Ah non.
Quand j'ai appris la nouvelle, c'est pas... Je ne peux plus parler de toute façon. Ça a fait un choc. Hein. Après, ils nous ont dit qu'il y avait les enfants, la mère. Pas sa femme, du moins, pardon. C'est sûr que c'est dur. Hein. Maire du village depuis plus de 10 ans, Michel Lamy et sa femme étaient aussi à la tête d'une importante exploitation agricole. Dans la région, ils étaient connus de tous. Pour les habitants, les Lamy faisaient un peu partie de la famille. Ce matin, au cours de la messe, 5 bougies ont été allumées pour honorer leur mémoire. Les premiers mots du prêtre sont pour eux. Je pense à Michel, à son épouse, leurs 3 enfants. Je le connaissais, c'était un jeune, dans les âges de mes enfants. C'est un grand regret pour tout le monde. Et puis, ça fait un grand vide. Voilà. Pour l'instant, aucune cérémonie officielle n'est prévue à Formigny. Selon les proches de la famille, les Lamy ne l'auraient pas souhaité. Ils venaient de toutes les régions et de tous les milieux. On pense ce soir aux proches de ces familles disparues. La douleur de ceux qui les pleurent est démultipliée. Aurélia Guillemin, Amaury Guibert et Jean-Yves Blanc. Demain, le Grand Hôtel de Rouen affichait complet. Mais les propriétaires des lieux, Véronique, Francis et leurs 2 enfants, ne reviendront pas de leurs vacances en Égypte. Devant les dernières photos, prises juste avant le départ, leurs amis ont bien du mal à accepter la nouvelle. Quand nous avons appris cette nouvelle en fin de soirée, je peux vous dire qu'il y avait beaucoup de larmes et beaucoup de tristesse dans nos cœurs. Et on pense à toute sa famille. Fermé aussi le cabinet dentaire de cette habitante de Millau. Daniel Julien avait aussi choisi l'Égypte pour les vacances. Ses voisins n'arrivent pas à croire à sa disparition. Je vous dis, moi, de l'appartement, je vois sa voiture. Quand on voit sa voiture, c'est pas possible. C'est pas possible, vous vous rendez compte? Des hommes, des femmes, des enfants, parfois des familles entières ont péri dans la catastrophe. 133 Français au total, originaires de Grenoble, Marseille, Dijon, Lyon et majoritairement de la région parisienne. À Neuilly-sur-Seine, c'est l'hôpital qui est en deuil. Yvon Chotard, cardiologue, et son épouse Pascale, médecin elle aussi dans l'établissement, ne reprendront pas leur travail demain. Tous 2 ont péri dans la catastrophe. Ils laissent derrière eux 2 enfants et des collègues désorientés. Ça fait des années qu'on travaillait ensemble et il était à la tête d'une équipe multidisciplinaire dans laquelle on s'entendait fort bien et qui fonctionnait bien à son image. Alors on est tous bouleversés, bien sûr. À Pantin, un registre de condoléances va être installé dans le hall de la mairie. Ici, 2 élus faisaient partie du vol FSH 604. Michel Téchy, maire adjoint, était une figure locale. Sa compagne, elle aussi conseillère municipale, enseignait dans une école de la ville. Leur disparition laisse un grand vide parmi les habitants. On va faire en sorte qu'il y ait un hommage de la population et de ses collègues élus dans le hall de la mairie. Et puis il y aura, par la suite, ça reste à décider avec le maire, une cérémonie spéciale pour rendre hommage à nos deux collègues. Le numéro national d'aide aux victimes, bonjour. Ce soir, à l'Institut d'aide aux victimes, les appels continuent d'affluer de partout en France. On cherche un frère, un parent, un proche, avec l'espoir qu'il ne figurera pas sur la liste des disparus. Qu'il devait emprunter ce vol. À Roissy, la cellule de crise chargée d'accueillir les familles hier a laissé place aujourd'hui aux gendarmes et aux policiers chargés de collecter le plus d'informations possible pour faciliter l'identification des victimes. Florence Bouquilla, Dorothée Cochard. Dans cette salle, hier réservée à l'accueil des proches, une quinzaine de gendarmes et de policiers travaillent aujourd'hui. Leur mission, permettre d'accélérer l'identification en Égypte des victimes de la catastrophe aérienne. Pour cela, ils doivent recueillir auprès des familles les renseignements les plus précis possibles. Donc si vous avez des photos, si vous avez des radios, aussi bien radiographie dentaire, radiographie médicale de votre fille, bon. Voilà, si vous avez des papiers d'identité la concernant. Les familles des victimes décrivent aussi les objets personnels, les bijoux que portaient leurs proches. Des éléments essentiels pour accélérer l'enquête minutieuse de l'unité d'identification des victimes de catastrophes.
Les affaires personnelles, c'est 2 visus sur les corps. Les bijoux, c'est 2 visus sur les corps. Et après, tout ce qui est purement médical, c'est contact avec les médecins traitants, contact avec les dentistes traitants pour obtenir soit des radios, soit une partie des dossiers médicaux pour vraiment, lorsqu'on sera en présence des corps, pouvoir identifier formellement la personne. Toutes ces données seront ensuite transmises aux autorités égyptiennes. Depuis ce matin, un gendarme et un policier français, membres de l'unité d'identification, sont déjà à Sharm el-Sheikh pour examiner les premiers corps retrouvés. Caroline Damiani, vous êtes psychologue et vous travaillez à l'INAVEN, cet organisme chargé d'aider les victimes et leurs proches. Alors dans cette catastrophe, le traumatisme pour les familles est tel qu'on imagine qu'il va falloir les accompagner longtemps, sur le long terme. Il est vrai qu'on ne peut pas se contenter de les aider maintenant, surtout que ces personnes sont sous le choc, elles ne comprennent pas bien comment on peut les aider. Donc c'est dans le temps, sur la longueur, qu'on pourra leur apporter un soutien. Est-ce que ce type de douleur est communicable au fond? C'est très difficile parce que les personnes, lorsqu'elles parlent, ont l'impression de souffrir encore plus. Et en plus, elles ont l'impression de faire souffrir leurs proches en parlant. Donc elles ont tendance parfois à s'enfermer dans le silence. Et c'est pour cette raison que nous, professionnels, nous pouvons leur apporter une aide parce que, bien que nous compatissons, nous ne sommes pas atteints de la même façon. Est-ce que vous pensez que l'avancée de l'enquête et le travail éventuel de la justice peuvent venir soulager ou apaiser? Il est vrai que ces familles auront besoin très vite de savoir ce qui s'est passé, de connaître les responsabilités. Et c'est vrai que ce travail de justice aura une incidence sur tout le travail qu'elles auront à accomplir, toute cette peine qu'elles auront par la suite. Et tout commence évidemment par le difficile travail de deuil. C'est vrai que ce sera long et difficile. Merci d'avoir répondu à nos questions. Le travail des enquêteurs va se poursuivre et la justice est saisie. On l'a dit, une réunion interministérielle se déroulait ce soir à Matignon. Bien des questions restent en suspens. Mais avant de refermer ce dossier, du moins pour ce soir, nous avons voulu savoir quelles étaient les règles de sécurité auxquelles sont tenues les compagnies de charter. Élément de réponse, Peggy Leroy. Formation des pilotes, des hôtesses, maintenance des avions. Dans l'aéronautique, rien n'est laissé au hasard. Des normes de sécurité sont fixées au niveau international, personne n'y échappe et surtout pas les charters qui doivent répondre aux mêmes exigences que les vols réguliers. C'est le cas pour Star Airlines, deuxième société de charter française. Comme d'autres, elle s'impose un cahier des charges sans concession sur la sécurité et pourtant, pour le grand public, charter est souvent synonyme de vieux avions mal entretenus. Le mot charter est resté toujours un petit peu péjoratif dans l'esprit des gens. Je crois que tout ça a changé au cours de ces 15 dernières années. Il suffit de regarder et vous observerez qu'une grande majorité des compagnies charter françaises, mais également européennes, exploitent des avions de la nouvelle génération, exploitent des avions neufs et font entretenir une partie de leurs avions dans les plus grands centres d'entretien en Europe. Les constructeurs d'avions exigent eux aussi que les appareils soient souvent contrôlés. Un accident n'est jamais bon pour leur image de marque. C'est très technique un avion. Si vous ne suivez pas à minima les recommandations de maintenance du constructeur, votre avion il est cloué au sol. Et il ne faut pas oublier une chose, c'est que personne n'a envie de mourir. Ni le commandant de bord, ni le copilote, et ni l'exploitant de l'avion. Lui, il n'a pas envie de perdre un avion. C'est son business. Jusqu'à présent, les catastrophes aériennes les plus mortelles ont eu lieu sur des vols réguliers de grandes compagnies nationales. La rentrée de janvier s'accompagne de la hausse annoncée du prix du tabac. À partir de demain, les cigarettes augmenteront de 8 à 10%. C'est la 3e augmentation depuis le début de l'année. Sur un an, les prix auront grimpé de 34 à 51%. Le gouvernement déterminé à lutter contre le tabagisme a pris les grands moyens. Le prix du paquet à partir de demain oscillera entre 4,5 € et 5 €. Et par souci d'économie, dans la région de Nice, les frontaliers achètent leurs cigarettes en Italie. Nathalie Jourdan. 4 cartouches pour monsieur, 3 pour madame. Le voyage en Italie, ça n'est pas que pour le Chianti. Depuis 3-4 mois, on fait l'aller-retour de temps en temps. On passe la journée en Italie, on en profite pour acheter des cigarettes. Des fumeurs des Alpes-Maritimes voisines, c'est la clientèle principale de ce tabac italien, 3 km après la frontière. Vous venez tout le temps acheter vos cigarettes ici? Tout le temps, une fois par semaine. Ça fait combien de temps? Mais depuis ça a augmenté. Et depuis que ça a augmenté en octobre dernier, le patron italien a embauché 3 nouvelles caissières et doublé son chiffre d'affaires. Quantité de personnes et s'approchent ici. Donc vous savez, comme nous, on va en même temps pour prendre ce qui nous intéresse, c'est normal.
c'est l'Europe, c'est le marché commun. Et les habitants, les gens du pays, ils en profitent. Marcello qui rit, Christian qui grimace côté français. Plus 8 à 10% à partir de demain. Les nouvelles étiquettes sont déjà prêtes. Ici, même les habitués du café achètent leurs cigarettes en Italie. Bien sûr, donc tout le monde. Ouais. Le chiffre d'affaires de certains buralistes mentonnais est en chute libre jusqu'à moins 70%. Le gouvernement a prévu de fortes compensations et le gel du prix du tabac pendant 4 ans. Les buralistes sont rassurés, mais pas complètement. Étant donné que les gens viennent acheter du tabac, achètent autre chose, et cette autre partie n'est pas compensée, quoi. Parce que quand on achète un paquet de tabac, on achète un paquet de chewing-gum, on achète de la presse. Si les gens ne rentrent pas, on n'achètent plus rien. Dès demain, le paquet de certaines blondes passera à 5 € contre 3,20 € en Italie. Ça va encore bouchonner à la frontière. Dans le Pas-de-Calais, 2 nouveaux cas de légionellose ont été recensés aujourd'hui. À ce jour, ce sont 57 personnes au total qui sont touchées. Les nouveaux cas sont désormais quotidiens. Et par mesure de précaution, l'usine pétrochimique Noroxo, dont les circuits de refroidissement sont suspects, a été arrêtée aujourd'hui. Frédéric Vian. À 10 h ce matin, comme prévu, l'usine Noroxo a totalement arrêté son circuit de refroidissement et par conséquent, la majeure partie de son activité. Plus d'activité et donc plus de travail pour la plupart des employés de l'usine. Demain, on se réunit en intersyndical et pour discuter un peu des suites à venir, sans doute déclenchement d'un CHSCT et d'un CE exceptionnel, et on sera sans doute en mesure d'apporter un communiqué demain soir. Comment vous sentez l'ambiance? Plutôt l'inquiétude. Plutôt l'inquiétude et également l'inquiétude auprès de la population. Ouais. L'inquiétude pour votre santé ou pour votre travail? Pour tout. Et puis j'arrêterai là. Pas de commentaire. Il est vrai que Noroxo est mise à l'index une deuxième fois après une première fermeture au mois de décembre. Mais la direction de Noroxo a beau contester l'arrêté qui l'a contraint à cette suspension. Chez les riverains de l'usine, c'est l'inquiétude. Je suis beaucoup plus inquiet pour mes voisins qui sont plus âgés, qui sont tous d'anciens mineurs, donc avec des problèmes pulmonaires. On a peur, hein. Ah ouais. On a peur de vivre. Hein. C'est clair, vous ne voyez pas tout ce qui arrive. On n'ose même plus de sortir de chez nous. Demain, de nouvelles analyses seront rendues publiques qui permettront sans doute d'y voir un peu plus clair. La rentrée politique avec en perspective dans quelques semaines les élections régionales. Dans les états-majors, on se prépare à la bataille. Comme au Parti socialiste, où l'on est bien décidé à faire oublier le 21 avril. L'enjeu dépasse le simple cadre de la région. François Hollande affûte ses armes et prend ce soir pour cible Jacques Chirac, Jean Wittenberg, Maxime Soulard. Reprise du travail ce dimanche matin au siège du PS. Est-ce que c'est ouvert? Le numéro 1 socialiste a convoqué 2 de ses lieutenants. Ensemble, ils vont rôder les argumentaires à quelques heures d'une émission de radio importante pour François Hollande. Ça, c'est un chiffre qui va parler. 13 € par jour à partir du 1er janvier. La politique du gouvernement en ligne de mire, les socialistes sont persuadés que 2004 va être l'année du réveil. Les Français nous ont souvent dit « bon, on veut vous entendre davantage ». On veut vous entendre dans la critique, sans doute, mais la critique, on la partage. On veut vous entendre davantage dans la proposition. Ce que diront les Français, c'est aux élections régionales de mars prochain qu'on le découvrira. Avec aujourd'hui 8 régions sur 22, le PS a des positions à défendre et il peut en perdre aussi, comme par exemple en Île-de-France où la gauche part dispersée. Il y a quelques semaines, les militants communistes décidaient par un vote d'aller seuls à la bataille, désabusés, après des années d'alliance avec le PS. Ça fait 20 ans qu'on essaye de peser sur le PS. Et plus on essaye de peser nu, plus on est faible, donc ça ne doit pas marcher quelque part. Près de 2 ans après la défaite de Lionel Jospin, le Parti socialiste aurait un autre problème non encore résolu. Une des grandes difficultés du PS dans la marche vers la reconstruction, c'est qu'il n'est pas crédible sur un sujet majeur pour les Français qui est la sécurité. Mais pour François Hollande, la droite a elle aussi son talon d'Achille, l'emploi. Alors ce soir, il s'en prend à Jacques Chirac qui a promis d'en faire sa priorité. J'ai été surpris par la désinvolture avec laquelle finalement il a abordé ce sujet. Que le président de la République nous dise que la première priorité aujourd'hui, c'est la lutte contre le chômage, je me dis, mais beaucoup de Français ont dû avoir la même réflexion, mais ce n'était donc pas le cas jusqu'à présent. En 2003, le PS s'était choisi un slogan optimiste qui est encore affiché aujourd'hui. En 2004, le vœu reste à exaucer. À l'étranger, la visite surprise de Tony Blair qui s'est rendu en Irak. Il est arrivé à Bassora dans le sud du pays, venant d'Égypte où il passait ses vacances. C'est la deuxième fois que le Premier ministre britannique se rend en Irak. Tony Blair qui venait soutenir le moral des quelques 10 000 soldats britanniques présents en Irak.
En Géorgie, après la démission forcée d'Edouard Shevardnadze, se déroulaient aujourd'hui des élections présidentielles anticipées. Sans surprise, c'est Mikhail Saakashvili qui sera élu. Le leader de l'opposition n'a pas attendu le résultat des urnes et a remercié toute la nation lors d'un meeting qui a suivi la clôture des bureaux de vote. Il faut dire que le taux de participation est supérieur aux 50% obligatoire et valide donc le scrutin. La Géorgie a un nouveau président. En France, un mois après les inondations qui ont submergé la ville d'Arles, dans la région, on continue le grand nettoyage et petit à petit, les entreprises et les commerces s'apprêtent à rouvrir lorsque ça n'a pas déjà fait. Yannick Aroussi et Benoît Jourdan. En ces lendemains de fête, la vallée des Baux-de-Provence brille encore de mille feux. Paysage inhabituel, 29 millions de mètres cubes d'eau submergent les terres agricoles. D'énormes moyens de pompage sont sur place, 12 400 mètres cubes à l'heure, pour rejeter les eaux dans le canal de Craponne qui avait cédé le 2 décembre. Au moins, il faut compter au moins un mois et demi. La veille de Noël, 19 jours après l'inondation d'Arles, ce garage est l'une des premières entreprises à rouvrir. Fin du chômage technique pour 60 personnes. On est ouvert, mais il y a encore 40% de l'établissement qui n'est pas encore disponible, notamment sur la logistique, informatique et tout ce qui est outillage, qui est le plus gros chantier à l'heure actuelle. De la clé à pipe à la machine-outil, chaque pièce est soigneusement nettoyée. Il y a eu ici plus d'un mètre d'eau. 80% du garage a été dévasté, 370 voitures noyées. Alors, dès que les locaux sont redevenus accessibles, chaque employé a mis la main à la pâte. Ça ne vous embête pas de faire autre chose que votre métier habituel? Non, c'est pour repartir de plein pied, quoi, avec un bon équipement, un bon matériel. Dans ce supermarché de Tarascon, c'est la dernière ligne droite avant la réouverture. Les ultimes livraisons de produits frais arrivent. Le 3 décembre, 30 cm d'eau envahissent le magasin, la moitié du stock est à jeter et ce n'est rien en comparaison du manque à gagner de la période des fêtes de fin d'année. C'est vraiment le meilleur mois de l'année, décembre, c'est le mois qu'on a perdu, donc bon, on espère retrouver nos clients au plus vite. Même les oiseaux sont prêts, ouverture des grilles le 7 janvier en espérant un redécollage rapide des entreprises sinistrées. En raison du verglas, une circulation particulièrement difficile ce matin en région parisienne, en particulier au nord de Paris, où des pluies verglaçantes ont rendu les chaussées glissantes. La 14 était fermée dans les deux sens, entre Orgeval et Nanterre. Circulation difficile également sur l'autoroute A1 et A3. Au total, une trentaine de personnes ont été blessées dans les Yvelines sans gravité. Du côté de l'espace, des images qui tournent la tête, des photos en noir et blanc de la planète Mars, marquant un parcours sans faute de la NASA. Le premier des deux robots jumeaux américains s'est donc posé sur la planète rouge, sans encombre, une mission d'exploration qui durera près de 3 mois. Romuald Benoît. Ladies and gentlemen. Mesdames, Messieurs, Mars. Une présentation hollywoodienne. Voici les premières images en noir et blanc pour l'instant de la planète rouge. Une vaste plaine rocailleuse. 6 ans après l'arrivée d'un premier robot, la NASA vient de renouveler son exploit. Cette nuit à 5h30, après 490 millions de kilomètres parcourus, Spirit, le robot de 180 kg, s'est posé sans encombre dans le froid martien, environ moins 80 degrés. Quelques heures après son atterrissage, la machine a comme prévu ouvert ses panneaux solaires pour alimenter ses batteries électriques et communiquer avec la Terre. À bord, tout fonctionne. On est vivant sur Mars. On a donc l'espoir de faire du bon travail là-bas. Vue du ciel martien, la zone d'atterrissage truffée de cratères, et plus exactement Gusev, là où le robot à 6 roues doit effectuer 3 mois d'exploration. Parmi ses premières tâches, une visite à un rocher situé juste à côté de lui. Un peu plus loin, une dépression, là où peut-être de l'eau et d'éventuelles traces de vie pourraient être mises à jour. Pour l'instant, nous ne savons pas s'il s'agit de roches sédimentaires ou bien de lave qui s'est déposée. Mais si vous me demandez à quoi ressemble le lit d'un lac asséché sur Mars, je vous répondrai. En voilà. Et pour mener les recherches, l'arrivée d'un second robot de la NASA est prévue d'ici 3 semaines. Football avec la qualification in extremis cet après-midi du Paris Saint-Germain lors des 32e finales de la Coupe de France. Menés 2-0, les Parisiens ont attendu la dernière minute pour offrir à leur public un retournement de situation. Première étape africaine pour le Dakar. Le rallye s'est installé au Maroc entre Tanger et Air Rachidia. 75 km de spécial que nous raconte Julien Beaumont. Ça y est. Le Dakar a enfin pris son envol en Afrique. Terre, rivière et même neige, ce sont les paysages du Maroc. Une étape a priori sans grande difficulté, quoique.
Pour les amateurs, les galères commencent. Et quand ce n'est pas une chute, la technique s'en mêle. La réparation est de fortune, peu importe. Tout ce qui compte, c'est de rentrer au bivouac. Piste ondulée sur 100 mètres, c'est là où il y a l'eau. C'est bon. On devait faire attention. On n'est qu'au premier jour. Et vraiment, la course sera longue et ça va bien comme ça. L'important, c'est d'être ici. Et il y en a un qui est particulièrement pressé de rentrer, Harry Vatanen. Le quadruple vainqueur de l'épreuve s'offre sa 50e victoire d'étape. Preuve qu'il y en a certains à qui l'Afrique donne des ailes. Sortie mercredi prochain de Nathalie, un film singulier signé Anne Fontaine avec deux stars incontestables, Fanny Ardant et Emmanuelle Béard. Les deux actrices se retrouvent à l'écran, cette fois-ci à travers une histoire sulfureuse, celle d'une femme qui découvre que son mari la trompe et paye une prostituée pour le séduire. Pascal Deschamps, Maxime Soulard. Vous pouvez m'aider? Oui, pourquoi pas? Il me semble que vous pourriez plaire à mon mari. Il peut pas venir lui-même? Non, il n'est pas au courant. Lorsque Catherine, Fanny Ardant, apprend que son mari la trompe, elle va avoir l'idée un peu folle, perverse ou maso, diront même certains, inattendue en tout cas, de payer une prostituée pour le séduire et surtout, tout lui raconter ensuite. Comme si elle pouvait comprendre, explorer à travers l'expérience les désirs secrets de son mari. Vous avez couché avec lui? Oui. C'est pas ça. C'est pas ça ce que je vous avais demandé. Attendez, qu'est-ce qu'il fallait que je fasse? En tout cas, pas vous jeter sur lui comme ça. C'est lui qui s'est jeté sur moi. Comme s'il n'avait pas baisé depuis 10 ans. Moi, je trouve que tout ce qui est fait au nom de sauver une histoire d'amour, c'est magnifique. Il ne faut pas y voir une manipulation, une vengeance. Ça n'a rien à voir. C'est de se dire, voilà, c'est ça ce qui m'arrive à moi. Je ne vais pas me résigner. Je ne vais pas me rendre victime en rentrant dans la route étroite et désertique de la frustration et de l'abandon. Mais moi, je vais prendre ma vie parce que je n'ai qu'elle. C'est un couple qui s'aime, mais c'est un couple aussi qu'on peut imaginer dans une sorte d'état de somnolence physique, sexuelle. Et Nathalie va, je crois, réellement réveiller chez cette femme non seulement quelque chose dans leur couple, mais sa sexualité. Au début, il y avait un malaise, peut-être le fait de se retrouver là si vite, je sais pas. La lassitude, l'usure du désir dans le couple, un sujet presque banal traité ici de manière originale. Je parlais pas. Lui non plus, mais je savais qu'il avait envie de moi. Une plongée en eau trouble, dans le monde des fantasmes, racontée par une femme et servie par deux actrices, la brune Fanny, la blonde Emmanuelle, deux incarnations de l'éternel féminin. Ces deux actrices, je trouve qu'elles font comme un couple. Et c'était très important pour le sujet, qu'elles forment comme une sorte de... Voilà, quand on les voit, leurs deux visages, il y a une forme d'érotisme qui se dégage au fond. Jamais scabreux, le film est aussi à sa manière un thriller amoureux, à la fin totalement imprévisible, dans lequel le spectateur se perdra avec délice. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, à météo, Nathalie Riouet. 20h55, un dimanche de flic avec Jean Rochefort. Minuit 30, le dernier journal Ève Métais. Demain, à 7h40, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Renaud Muselier. 13h, Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2.